Bonsoir, bienvenue. Merci d'être sur TNTV. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Le 27 janvier 1996, une date clé dans l'histoire des essais nucléaires, celle du dernier tir français en Polynésie. 30 ans plus tard, l'Assemblée nationale ouvre les discussions sur la refonte du régime d'indemnisation des victimes, une commission à laquelle a assisté le président du pays. 280 000 touristes en 2025, c'est encore un nouveau chiffre record pour le secteur en Polynésie. Ce matin, Tahiti Tourisme tenait sa conférence annuelle. Son objectif désormais, se diversifier et séduire davantage les marchés de proximité. Focus ce soir sur l'Australie, avant de recevoir en plateau la directrice générale du GIE, Vaihere Lissan, est notre invitée ce soir. Et puis nous vous emmenons ce soir au cœur de cet exercice militaire grandeur nature. C'était hier matin à Vairao. Les forces armées ont procédé à l'évacuation en urgence de plusieurs dizaines de personnes. Un entraînement majeur en cas de catastrophe climatique. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 27 janvier 1996, la France procédait à son dernier essai nucléaire en Polynésie. 30 ans plus tard, l'Assemblée nationale ouvrait les discussions ce mardi sur la refonte du régime d'indemnisation des victimes. Une commission qui intervient après une proposition de loi de la députée Meriana Redarbelo. Nos correspondants Wallis Glaise et Pierre Lamarque nous en disent plus. 27 janvier 1996, 10h. Fangataufa. Une vague formée de cercles concentriques secoue les eaux habituellement calmes de l'atoll. La France vient de procéder à son dernier essai, d'une série de 6. 30 ans plus tard, à l'Assemblée nationale, on commémore ce fait historique qui va permettre aux Français de l'Hexagone de découvrir progressivement une réalité qui a eu tellement d'importance dans l'histoire tahitienne, qu'il y en a eu beaucoup aussi dans l'histoire de la France, qui se targue non sans raison de fonder sa sécurité sur la bombe, mais qui ne sait pas finalement comment elle a obtenu cette bombe, comment l'arsenal ne s'est pas constitué du jour au lendemain d'une façon magique. Il a bien fallu essayer ces armes, et évidemment c'est pas anodin pour les Polynésiens que ces armes aient été essayées chez eux. Dans le même temps, la réforme de la loi Morin a été adoptée à l'unanimité par la commission de l'Assemblée nationale. Les seuils d'indemnisation définis par cette loi sont supprimés. Le nouveau texte porté par la députée Meriana Redarbelo définit une approche différente de la responsabilité de l'État. On a parlé donc de l'État qui est en connaissance de cause. Alors là, c'était les connaissances historiques, qui savait à l'époque qu'il y aurait des conséquences. Et en connaissance de cause, il a choisi des sites comme le Sahara et comme la Polynésie française, des sites lointains, des sites isolés avec très peu de population, pour que le risque finalement soit pris sur moins de gens. Et c'est ce risque que l'État a pris en connaissance de cause qui, lors de la survenue d'une maladie, cette maladie va matérialiser le risque pris, c'est ça qui est indemnisé. Le président de la Polynésie, présent à Paris pour cette commémoration, a rendu hommage au travail sérieux de la commission parlementaire. Elle se fonde sur l'évolution de la connaissance historique, de la connaissance scientifique, et elle essaie de rationaliser les choses. Et j'en discutais ce matin avec le président de la République, que j'ai rencontré ce matin, en lui disant que c'est une opportunité incroyable finalement de faire un pas de plus vers une réconciliation de l'histoire. Les Polynésiens se souviennent qu'en 2021, Emmanuel Macron, lors de son voyage officiel en Polynésie, n'était pas allé jusqu'à la demande de pardon de l'État. Peut-être qu'elle interviendra à la fin de son mandat. C'est le souhait du président de la Polynésie française. Je vous en parlais hier, ce grand rappel de lait infantile jusqu'en Polynésie. 2 marques sont concernées, Blédilé et Gallia, en cause la présence d'une toxine pouvant provoquer des diarrhées et des vomissements. Au Fénois, plus de 2000 boîtes suspectes ont circulé depuis juin dernier dans nos magasins. L'inspectrice de santé publique au centre de santé environnementale, Audrey Simanovic, fait le point sur la situation. Elle est au micro de Joseph Poulain. C'est une huile, en fait, une huile arachidonique qui contiendrait de la toxine céréolide. Donc cette toxine provoque des vomissements, des diarrhées chez les nourrissons. Donc le risque, c'est d'avoir des déshydratations.
Ces symptômes surviennent très rapidement après la consommation. Donc s'il n'y a pas de symptômes après avoir consommé les laits, en principe, il n'y a pas de risque. On a identifié à peu près un peu plus de 2000 produits importés. Ceux qui étaient encore en magasin ont été retirés par l'importateur. Donc on a aujourd'hui 150 produits retirés. Les enseignes qui ont été vues par l'importateur aujourd'hui n'ont plus ces produits. Il reste encore des petites enseignes éventuellement à contrôler, en particulier dans les îles où c'est plus compliqué d'accès et puis où il y a éventuellement moins de débit de vente sur ces produits-là. Voilà, et retrouvez la liste exacte des produits concernés sur notre site internet tntvnews.pf. Le secteur touristique en Polynésie est en plein essor depuis plusieurs années maintenant, avec ce nouveau record en 2025 et ses 280 000 touristes. Le Fénois séduit toujours plus, mais il faut aussi se diversifier, selon Tahiti Tourisme, qui veut séduire davantage les marchés de proximité, comme l'Australie. On voit cela avec Veimiti Erlo et Rarhou Mahaacheong. C'est le grand oral de l'industrie touristique. Ce matin, à Aroué, Tahiti Tourisme a réuni les acteurs du secteur pour sa conférence annuelle. L'enjeu, maintenir la dynamique alors que la destination vient d'enchaîner sa 3e année record consécutive. Les objectifs de Tahiti Tourisme, c'est maintenir la croissance, toujours être présent pour les acteurs de l'industrie, donc les soutenir, mais également développer nos marchés de proximité. Pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, la stratégie s'oriente vers le Pacifique. L'Australie, un marché de 27 millions d'habitants, mais qui ne représente pour l'instant que 3% de nos visiteurs. Alors la niche touristique australienne, elle est vraiment intéressante. C'est un marché qui est assez sous-exploité, je dirais, pour le moment. Et c'est des gens qui recherchent en Polynésie la culture, avant tout, une expérience évidemment pas trop loin de chez eux, surtout dans le contexte actuel. Ils sont en quête de recherche de l'authenticité polynésienne. Et autrement, ce n'est pas des personnes qui dépensent beaucoup à côté de marchés européens ou américains. Mais ça reste tout de même une bonne clientèle. Une offensive qui passera par le Salon du tourisme début février, mais surtout par le Prau Prau Tahiti les 19 et 20 février, où les prestataires locaux rencontreront directement les chefs de produits internationaux. Voilà, et on accueille la directrice générale de Tahiti Tourisme, Veiheri Lissan. Bonsoir. Yorana Sophie, Yorana aux téléspectateurs de TNTV. Et merci à vous d'être présente ce soir. On vient de l'entendre dans le reportage. C'est un véritable marathon touristique que vous entamez là en ce début d'année. L'année démarre dans les starting blocks. Tout à fait. Donc on démarre avec la conférence annuelle aujourd'hui, donc l'occasion de réunir toute l'industrie touristique pour faire le bilan de l'année passée et parler effectivement des perspectives 2026. Donc en termes de bilan, le reportage l'a mentionné. Donc c'est une année très positive, 2025. Donc là, on est sur une 3e année consécutive record de fréquentation. Donc on va atteindre les 280 000 touristes environ. Donc là, on atteint le ratio de 1 touriste par habitant. Et il faudra faire encore peut-être mieux en 2026. Vous enchaînez les rendez-vous. Il me semble qu'il y en a d'autres, le Salon du tourisme, Prau Prau Tahiti, des rencontres également avec les professionnels. Tout à fait. On a plusieurs temps forts pour ce début d'année. Donc là, prochainement, on a effectivement le Salon du tourisme qui aura lieu du 6 au 8 février. Donc là c'est le marché domestique, le marché des résidents qu'on veut dynamiser et qu'on veut attirer avec 280 prestataires touristiques qui ont répondu présents au rendez-vous. Ensuite, on a un séminaire des comités du tourisme. Juste après, on profite en fait parce que la plupart des personnes qui sont dans ces comités du tourisme, qui sont des associations, ce sont des prestataires touristiques qui viennent pour le salon du tourisme. Donc on profite de les réunir et de leur présenter aussi le bilan et de parler de 2026. Et vous avez mentionné le Prau Prau Tahiti, donc qui est un événement professionnel en février également, le 19 et 20 février. Donc là, le principe, c'est qu'on fait venir des tours opérateurs des marchés de proximité, Amérique du Nord et Pacifique, à la rencontre de prestataires et d'acteurs du tourisme polynésien. Et vous parliez donc du bilan 2025, un bon bilan, 280 000 touristes. Qu'est-ce qui fait monter les chiffres ? Ça fait plusieurs années qu'on bat des records. Qu'est-ce qui explique cette dynamique ? Il y a plusieurs choses. Donc, historiquement, on a eu la relance post-pandémie, donc ce qu'on a appelé le revenge travel. Donc, ces voyageurs qui étaient un peu en manque de voyages et cloîtrés pendant le Covid et qui sont revenus sur le marché.
Donc ça s'est essoufflé. Donc aujourd'hui, ce phénomène s'essouffle. On est resté dynamique, notamment avec la demande des deux marchés importants que sont l'Amérique du Nord, donc avec les États-Unis notamment, la France. Donc là, c'est vraiment des marchés très dynamiques avec une demande soutenue et puis une accessibilité aussi en termes de connectivité aérienne qui est aussi facilitée. Et les perspectives sont bonnes pour 2026, même si toutefois, du côté des réservations, il y aurait une baisse. Comment est-ce qu'on l'explique? C'est dans certains secteurs? Alors, pour 2026, c'est compliqué de se prononcer dès maintenant. C'est le mois de janvier. Donc, en fait, on a plusieurs points d'attention. Donc, on l'a vu en conférence annuelle avec les différents intervenants. Donc, par exemple, sur l'aérien, les perspectives restent quand même positives et dynamiques en termes d'offres de sièges. Sur le secteur de la croisière, potentiellement, 2026 va être une très bonne année pour la croisière, puisqu'on anticipe déjà plus d'escales, plus de capacité en termes de nombre de cabines mises à disposition. Et puis, sur la capacité hôtelière, donc, le point marquant de 2026, c'est qu'on a plusieurs hôtels qui partent en rénovation majeure, qui est plutôt un point positif parce que ça veut dire qu'on réinvestit, on remet le produit à niveau, mais ça reste quand même de la capacité, moins de chambres. Après, ils ne ferment pas tous en même temps et je pense que la concentration, elle se fait en particulier sur le premier trimestre, donc la basse saison. Risque d'être très certainement, en tout cas sur l'hébergement terrestre, plutôt basse. Donc c'est là ça où va se nous sur le reste de l'année finalement. C'est là où il faut rester prudent, il ne faut pas rester sur nos acquis. Donc 2025 c'est super, c'est positif, mais il faut continuer à travailler, il faut aider l'industrie à remplir leur carnet de commandes. Et votre stratégie, on l'a entendu dans le reportage, c'est de vous diversifier, notamment de vous ouvrir au marché de proximité comme l'Australie. On entend également parler du marché asiatique. Pourquoi et comment comptez-vous vous y prendre? Bon, alors déjà, d'où on part, on dépend beaucoup en fait de deux marchés, Amérique du Nord et la France. Avec ces deux marchés, en fait, on est déjà à 80% de nos touristes viennent de ces deux marchés. Donc on dépend énormément de ces deux marchés, d'où l'enjeu de vraiment aller diversifier et d'aller chercher nos touristes sur d'autres marchés. Donc l'Asie et le Pacifique sont des régions où on pense que la marge de manœuvre, il y a encore une marge de manœuvre, il y a encore du potentiel à aller chercher. L'Asie a réouvert fin 2023 en fait, avec la ligne Papeete-Tokyo. Donc là, on voit les marchés asiatiques qui reviennent progressivement, mais qui n'ont pas encore atteint leur niveau de pré-Covid, mais on y revient. Donc on pense que il y a un dynamisme à maintenir. C'est pour ça qu'on est présent. Papeete pourrait également voir le jour à la fin de l'année avec ATN. Donc potentiellement, on l'a entendu dans la presse notamment, potentiellement une ligne pourrait s'ouvrir vers le Pacifique et donc vers l'Australie. Donc l'Australie, c'est un marché intéressant pour nous. On l'a vu aussi également ce matin parce que c'était un focus de la conférence annuelle avec des invités spéciaux qui sont venus en parler. C'est un marché intéressant parce que déjà ils font partie du top 5 de nos marchés émetteurs de touristes, donc ils sont plutôt dynamiques. Et ensuite, c'est un marché de proximité. Donc s'il y a une ligne directe, c'est du 8 heures de vol. Et surtout, ce qu'on avait constaté ce matin, c'est que en termes de profil de voyageurs, l'Australie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un profil diversifié. Donc c'est un continent énorme avec un potentiel énorme, c'est 14 fois la France. Mais voilà, c'est du tourisme de luxe, mais pas que, c'est des Australiens, c'est aussi potentiellement des voyageurs qui vont combiner plusieurs produits, qui peuvent être en hôtel de luxe comme en pension de famille, qui vont aimer le côté aventure, aller dans les îles, et c'est parfait pour notre destination qui est très diverse aussi en termes de produits touristiques. Et cette stratégie, Vahire Lisson, c'est aussi pour faire face au contexte de tension mondiale, je pense particulièrement aux États-Unis. C'est un nouveau défi pour vous? Oui, alors en fait, depuis l'année dernière, déjà, on était vraiment resté très prudent et attentif à la conjoncture géopolitique liée au gouvernement américain notamment. Et là, ça continue, donc il y a forcément des craintes, ça amène un contexte d'incertitude qui nous encourage encore plus à être vraiment... l'enjeu de diversifier, il devient encore plus important lorsqu'on voit ce qui se passe géopolitiquement aux États-Unis. Il pourrait y avoir à l'avenir moins de touristes américains en Polynésie, sachant que c'est vraiment le pilier du tourisme en Polynésie. C'est la crainte, en tout cas, c'est la crainte qu'on a depuis l'année dernière. Donc on est vraiment très attentif sur le marché américain, ce qui nous a aussi amené à être réactif et agile et à redoubler en fait d'efforts en termes de campagne de communication. On a été aussi plus
plus actifs sur ce marché pour compenser effectivement ce contexte. Alors l'objectif du président du pays, c'est de viser 600 000 touristes d'ici 10 ans. C'est ambitieux, mais réalisable selon vous? Alors c'est 600 000 touristes ou l'équivalent en recettes touristiques. Donc ça correspond en fait à doubler les recettes touristiques. Je pense que c'est tout à fait réaliste comme objectif. Mais alors attention, il faut que le produit se structure. Donc ça peut être réaliste, mais à condition que l'offre suive. Donc ça veut dire plus de sièges, plus d'hébergements, plus de prestataires d'activités. Et l'idée, c'est qu'on est aussi pour un tourisme durable. Un tourisme durable, c'est un tourisme dont les retombées économiques bénéficient aux populations. Donc l'idée, c'est aussi de mieux répartir les flux de touristes faire très attention dans toute la Polynésie française et pas les concentrer sur les mêmes îles. Donc voilà. Donc, ça va être les objectifs pour les 10 ans à venir finalement. Complètement. Merci beaucoup Vehire Lissan d'avoir été notre invitée ce soir pour toutes ces précisions. Avec plaisir. On parle du secteur de l'aérien à présent et ses turbulences chez Air Tahiti. Le syndicat du personnel navigant commercial a déposé une plainte contre le directeur des opérations aériennes, contre la compagnie et contre X. Il dénonce des conditions de travail dégradées et évoque un climat d'intimidation exercé sur les PNC depuis l'arrivée de la concurrence, mais aussi une entrave à l'exercice du droit syndical. Et le bras de fer entre Air Tahiti et Air Moana se poursuit au tribunal administratif. Ce matin, la juridiction a rendu une série de décisions dans ce litige. Air Tahiti a obtenu l'annulation de 3 aides financières majeures accordées par le pays à sa concurrente, un prêt de 600 millions de francs ainsi que 2 garanties d'emprunt de montant maximum respectifs d'environ 537 millions et 400 millions de francs au motif que la situation financière d'Air Moana interdisait légalement tout soutien public sous forme de prêt ou de garantie. Je vous le disais en titre, 80 personnes ont dû être évacuées hier matin par la Marine nationale après une catastrophe climatique. Voici le scénario d'un exercice militaire qui s'est déroulé à Veirao, un exercice de grande ampleur afin de préparer les forces armées en cas de crise majeure, mais aussi les bons réflexes à avoir du côté de la population. Davidson Bennett était au cœur de cette opération. Regardez. Tu peux t'y mettre en avant, s'il te plaît? Je veux le jet maintenant ou pas? Vas-y. Jules, passe devant, mets-toi au niveau du véhicule. Et dernière question, donc on va vous prendre en charge, on va vous avec les autres ressortissants français. D'accord. Et on va vous équiper ensuite et on va vous extraire vers notre camp de voiture. D'accord. Les fusiliers marins sont les premiers au contact. Objectif, se préparer à une catastrophe climatique majeure. Typhon, tsunami, population en détresse. Les équipages du Bougainville et du Prairial doivent reconnaître, sécuriser et organiser l'évacuation d'une population sinistrée. Donc il y aura tout d'abord une reconnaissance des gens. On va les identifier, on va les soigner, on va mettre en place des ateliers, remettre en place une antenne de communication. À la fin, on va évacuer ces gens de leur zone vers une zone un peu plus saine. Près de 80 personnes jouent le rôle de ressortissants à évacuer. Les élèves des classes défense participent comme plastrons au plus près de la réalité. Il y a eu un rassemblement de tous les élèves. Ensuite, on peut voir ici l'enregistrement. Okay. Et enfin, il y a une fouille de sécurité qu'il faut réaliser. Et après, s'il y a une prise en charge médicale, on l'a fait. Et ensuite, il y aura un transfert dans une zone en sécurité. Ce sont des exercices très importants pour la Marine nationale et pour l'armée de terre. Il faut maintenir à haut niveau donc, ce genre de préparation afin de garantir la protection civile du territoire en toutes circonstances. Parmi eux, des blessés rapidement pris en charge par les équipes sur place. Il y a un arbre qui est tombé sur notre maison, du coup j'ai une blessure au front et je suis en état de choc et je fais des malaises. Pour l'instant, on s'occupe bien de moi, on m'a pris en charge dès que j'ai fait un malaise et on m'a fait un pansement et je pense qu'on va être évacué bientôt sur le bateau. Sur le terrain, les marins enchaînent les ateliers, manutention, rétablissement des communications, autant de gestes clés pour rétablir une situation normale après un cyclone. Oui, on prend en charge les blessés par degré d'urgence. On les accompagne jusque dans un circuit d'enregistrement jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge dans les embarcations puis à bord des unités.
Un exercice grandeur nature qui permet à la Marine nationale et aux forces armées de Polynésie française de tester leur capacité de renforcer la résilience du territoire face aux aléas climatiques. Voilà, et c'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Ciné Nuit consacré aux accessoires dans le monde du cinéma. Ce sera suivi de 2 nouveaux épisodes de la série MacGyver. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.